Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Nous sommes dans ma rubrique, non pas vous avez 3 minutes, mais chronique de psy. C'est-à-dire une rubrique depuis quelques semaines déjà, un peu plus longue, où j'ai décidé de partager des sujets qui me correspondent et aussi des sujets de mes patients, sans les nommer bien sûr. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, déjà je vais me représenter, mais vous me connaissez depuis le temps. Je suis Elisabeth Spertino, je suis psychothérapeute non réglementée, c'est-à-dire que j'ai un master, mais pas en psychologie clinique. J'en ai même deux, en sciences de l'éducation et en gestion des entreprises. Et j'ai fait tout un cursus privé où voilà, j'ai décroché un certain nombre de diplômes. Ma salle d'attente en est farcie là derrière. Et je pense que dans mon nouvel endroit, là où je vais bientôt aller professer, exercer, eh bien je ferai un tri. Hein, parce que ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui nous allons justement parler de légitimité. Ah, c'est un grand sujet, la légitimité. Alors, j'ai toujours pris au préalable quelques notes. Beaucoup de personnes, évidemment, consultent au sujet de la légitimité. C'est vraiment un très grand sujet et c'est aussi un sujet qui m'a beaucoup animée. Au sujet des métiers que j'exerçais, que j'exerce encore et dont d'ailleurs je vais vous parler parce que j'ai décidé aussi dans ces nouvelles vidéos, d'être au plus clair de moi-même et d'être au plus juste de moi-même et d'être authentique et vrai. Et comment est-ce qu'on peut faire cela sans raconter sa propre histoire? Alors, bien entendu, certaines personnes ne seront pas convaincues de ce que je raconte, ce n'est pas un souci. Certaines personnes n'apprécieront pas, ce n'est pas un souci non plus. J'ai aussi beaucoup cheminé, aussi appris que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet que vous connaissez peut-être, c'est que comme vous le savez peut-être déjà, je suis supervisée par un superviseur qui est psychothérapeute, art thérapeute, et qui me dit un jour, alors il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez que j'ai 60 ans, peut-être 5 années lorsque j'ai commencé le travail avec elle, qui me dit « Mais vous savez Elisabeth, on ne peut pas plaire à tout le monde. » Et là, je l'ai regardé, et il y a quelque chose qui a fait « oups » à l'intérieur de moi. Parce que c'était pas vraiment quelque chose que j'avais compris. En tout cas, pas quelque chose que j'avais compris à l'intérieur de moi. Hein, peut-être intellectuellement, oui, mais ça faisait pas sens pour moi. Et elle rajoute, sinon c'est pathologique. Donc, depuis ce temps-là, je me dis que lorsque j'ai la chance de rencontrer des gens qui n'apprécient pas mon discours ou qui n'apprécient pas qui je suis, eh bien c'est formidable. Voilà, nous poursuivons. Alors, je vous parlais donc de cette patiente qui souhaitait effectivement consulter pour la légitimité. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne un peu sur la définition. C'est quoi la légitimité? Alors la légitimité, c'est un bien fondé. C'est un terme qui va se trouver plutôt et utilisé plutôt dans la justice, dans le domaine des tribunaux. Bien fondé, quelque chose de juste. Mais pour qui? Pourquoi? Souvent, la légitimité, c'est quelque chose qui va être important pour soi-même, pas forcément pour les autres. Alors, quand j'emploie le mot « autre », c'est bien aussi que c'est un peu une sorte de comparaison que l'on fait entre soi et les autres, entre soi et les pairs. Hein, comme si on avait toujours, souvent en tout cas, peur du regard des autres. Alors, la légitimité, elle peut se manifester à différents endroits. Par exemple, elle peut se manifester à exercer un métier. Et on parle là aussi souvent du syndrome de l'imposteur. Et elle peut se manifester aussi parfois, et c'était le cas de ma patiente, qui ne se sentait pas légitime à dire ce qu'elle pense
à se défendre, à défendre ses idées, à oser. Et quand on vit ce genre de choses, bien évidemment, vous le savez aussi, c'est qu'on va trouver une résonance, on va trouver la cause souvent dans la façon dont on a été éduqué et dans l'enfance. Peut-être que dans l'enfance, on a choisi de ne pas oser. Parce que quand on osait, on était dérangeant. Parce que nos parents étaient peut-être très adolescents, dysfonctionnels. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ou peut-être aussi qu'on a eu peur de perdre l'un des deux parents quand on s'est exprimé une seule fois. Et peut-être même qu'on n'a jamais osé le faire de peur d'en perdre un, voire les deux à la fois. Ça peut être ça, si je montre que je suis en désaccord, si je montre que je ne suis pas d'accord avec l'autorité, avec la hiérarchie, qui va être en premier lieu bien sûr mon papa ou ma maman, ah ben, j'ai peur de perdre leur amour, tout simplement. Et ça, plus tard, je vais continuer à faire la même chose, puisque ce fut une stratégie de l'enfance qui m'a servi, qui a été utile pour moi, qui a peut-être même répondu à un problème à un certain moment, et qui aujourd'hui devient un problème à son tour. Donc il faut absolument que je m'en dégage. Pour aller mieux, il faut que je trouve la clé de sortie pour me sentir légitime et pour ne plus être bloquée dans mes souhaits, mes aspirations et tout ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie. Alors moi, je voudrais vous parler, comment dirais-je, de deux métiers que j'ai exercés, que je continue à exercer. Le premier, c'est le métier de professeur des écoles. Et à un certain moment, donc, alors j'ai eu plusieurs vies, en particulier professionnelle. C'est vers 40 ans à peu près que je décide de quitter le Crédit Agricole. Là aussi, j'aurai peut-être sans doute l'occasion de vous parler de ça, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et de passer mon concours d'entrée pour l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce qui a motivé mon choix? Plusieurs choses, mais en particulier le fait d'avoir un enfant. Donc, je me suis évidemment intéressée énormément à ce que faisait mon enfant, mon fils, à l'intérieur de sa classe. Et donc, j'étais souvent conviée par la maîtresse pour accompagner à la piscine, pour accompagner dans les sorties, etc. Donc, je me suis dit, bon, ce métier pourrait me plaire, et effectivement, il m'a plu. J'ai d'abord déposé une année sabbatique pour faire ma formation à l'UFM, c'était comme ça au départ. J'ai eu mon concours assez facilement. Donc, ça voulait dire pour moi que j'étais faite pour ça. Et puis j'ai démissionné une fois que le concours avait été réussi. Mais voilà. Je venais du privé, j'avais 40 ans et je ne me sentais absolument pas formatée comme les petits jeunes ou les petites jeunes qui sortaient directement de la fac, de l'université, parce que maintenant, effectivement, c'est un master de sciences de l'éducation qui permet de devenir professeur des écoles. Alors déjà, premier hiatus. Donc, je n'avais pas le même raisonnement. Je me sentais avoir un raisonnement supérieur parce que j'avais vécu, j'étais plus âgée et que j'avais une expérience qui venait du privé et non pas du public. Et ça, c'était très important pour moi. J'en voyais beaucoup bosser, énormément bosser, du matin au soir, la nuit aussi, surtout quand on est jeune et qu'on débute. Et moi, je bossais peu. En tout cas, j'avais l'impression de peu travailler. Mais en fait, dans la réalité, c'était faux parce que les professeurs des écoles, et nous, les professeurs des écoles, nous travaillons tout le temps, du matin au soir, sans le savoir. C'est-à-dire que quand on va avoir une lecture, quand on va regarder une émission de télé, quand à un moment donné, on va avoir une pièce de théâtre, quand on va écouter de la musique, on fait des liens avec la classe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est pas un travail, comment dirais-je, formel. Et donc, moi, je me disais que pour avoir l'impression de travailler, il fallait vraiment que je me colle là devant mon ordinateur ou une feuille de papier et que je reste là des heures. Et puis, il y avait cette notion de préparation. Préparer sa classe pour le lendemain. Ça, c'est super important. D'ailleurs, dont je me suis vite détournée. Je n'avais pas besoin de préparer ma classe, forcément. Que tout soit tiré à 4 épingles.
Ben, pour plein de raisons. Parce que quand je le faisais, ça ne marchait pas forcément plus que quand je ne le faisais pas. Alors, ça demande effectivement d'avoir à l'intérieur de sa tête déjà son emploi du temps, déjà connaître toutes les méthodes de toutes les matières, parce que nous sommes très polyvalents, hein, puisqu'on a des méthodes pour tout, les mathématiques, l'anglais, la géographie, l'histoire, le français, et tout ça, c'est dans la tête. Hein. Donc, il faut savoir tout le temps, à peu près, à chaque jour, à quel point on en est. Et ça, pour moi, c'était assez facile. Donc, il suffisait que je relise mon emploi du temps juste avant de commencer, voire la veille, pour que immédiatement je reparte bosser. Enfin, je veux dire, je reparte faire mon programme. Hein. Je n'ai jamais eu de difficulté pour ça. Mais à un moment donné de ma vie, voire pendant quelques mois, voire quelques années, je me suis interrogée sur ma légitimité. Je me suis demandé si par rapport aux autres, pas par rapport à moi-même, j'étais légitime à exercer ce métier, parce que je ne me sentais pas travailler autant que les autres. Mais après, j'ai observé aussi un autre phénomène, c'est que ces autres-là bossaient beaucoup. Ah, on peut passer plein de temps à bosser, mais l'intéressant, c'est de savoir ce qu'on met derrière le mot bosser. C'est-à-dire que je peux bosser, me mettre devant mon ordinateur pendant 6 heures et dire à mes collègues de travail le lendemain, purée, je me suis couchée à 2 heures du matin, mais en fait, je n'ai pas avancé d'un iota. Je n'ai pas été efficace dans mon travail. Et moi, pour moi, ça, c'était complètement exclu. Donc, quand je bossais, c'était efficace, hein, c'était rapide et efficace. Et ça, sûrement, c'est une qualité, c'est une compétence qui m'est venue du domaine privé. Mais je peux vous assurer que je me suis posé cette question. Je me suis même demandé si à un moment donné, moi non plus, je ne souffrais pas du syndrome de l'imposteur. Là, ça y est, je suis rassurée. C'est-à-dire que ces dernières années, même si je m'approche de la retraite de l'éducation nationale, c'est-à-dire que dans 2 ou 3 ans, je suis en capacité de pouvoir partir de l'éducation nationale, et c'est probablement ce que je ferai. Aujourd'hui, je sais que je bosse. Je sais que je bosse plutôt bien, que je bosse d'une façon efficace, que je bosse d'une façon rapide aussi, que je vais à l'essentiel, que je sais faire 1001 choses en même temps, comme plein d'autres collègues. Hein. Je n'ai rien d'extraordinaire, hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis la meilleure, pas du tout. D'ailleurs, nous avons pu aussi échanger avec d'autres, même si nous n'avons pas d'analyse de pratique, malheureusement, exercée par un psychologue. Nous pouvons échanger entre nous et nous voyons que moi je connais beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi et c'est super. Je sais que je bosse parce que je fais des liens, parce que je vais m'enrichir, parce que je me dis tiens, ça serait vraiment utile pour mon prochain spectacle au théâtre, ou ça serait utile pour mon spectacle de Noël. Vous avez compris, hein, j'adore l'art et les spectacles en priorité. La chorale, c'est mon domaine aussi, français maths bien entendu, évidemment. Voilà, mais je suis toujours en train de faire des liens avec tout. Et je fais même des liens avec mon métier de psychothérapeute. Parce que là aussi, ça a mis du temps. Alors, j'ai commencé mes formations, j'avais 30 ans à peu près. Hein. J'ai commencé par des formations de PNL, programmation neuro-linguistique, et ça c'était au Crédit Agricole que j'avais rencontré les formateurs de programmation neurolinguistique. Je me suis formée sur mes deniers personnels et depuis, je n'ai jamais arrêté. Alors, je me suis formée jusqu'au maître praticien en PNL et puis mon professeur, mon enseignant en PNL m'a donné son cabinet. D'ailleurs, elle travaillait avec le docteur Crotter et je l'ai remplacée dans son cabinet. Tant que je n'ai eu aucun doute sur ma légitimité, j'ai eu des clients. 6 mois après, j'ai commencé à avoir des doutes, à me poser des questions, à me demander si j'avais été suffisamment formée. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus de clientèle. Intéressant, non? Donc légitimité, oui, mais par rapport à qui? Par rapport à soi, le plus souvent. Voire tout le temps. Chemin faisant, je continue ma vie et je me forme et me reforme dans plein de choses, notamment la médiation. J'obtiens un diplôme, je fais du FM, ça je sais, vous le savez déjà. Et puis, au contact d'une camarade qui était avec moi dans une chorale,
et qui avait pris des cours en hypnose ericksonienne, je décide de reprendre des cours de psychothérapeute. Et là, je fais tout. Je fais tout, absolument tout ce que l'école de formation proposait. Proposait en interne, mais également proposait dans ses locaux, mais de thérapeutes différents qui pouvaient venir de Belgique. Donc, j'ai vraiment fait toutes les formations possibles et tous les ateliers possibles aussi, sans trouver ma légitimité. Ça n'était jamais assez. Et lorsque je me suis réinstallée il y a 10 ans, eh ben, j'ai mis du temps. Ce fut compliqué. Et c'est seulement quand moi-même je me suis accordé ma propre légitimité, presque avec beaucoup d'humour, en disant qu'est-ce qui te font encore là pour exercer, hein? De quoi as-tu besoin encore, que du coup ça a fonctionné et que j'ai commencé à avoir des patients et que je continue à en avoir parce que je ne doute plus une seule seconde de ma propre légitimité. Au sujet, vous le savez, de l'éducation nationale, mais au sujet également de la psychothérapie. Aujourd'hui, un autre questionnement. Je me destine à aller opérer, exercer, professer à l'intérieur des entreprises. Donc vous avez bien compris qu'avec le mécanisme que j'ai, se pose la question de la légitimité à propos de mes compétences en entreprise. Bon, ceci dit, en travaillant au Crédit Agricole, j'ai déjà des acquis. Donc, mais voilà, hein, quelque chose de nouveau aussi va amener une interrogation sur la légitimité. Mais il ne faut pas que ce soit trop long. Il ne faut pas que ce soit un obstacle à la réalisation de vos souhaits, à nos souhaits, à la réalisation de nos objectifs. Alors, je voudrais revenir sur cette patiente à qui on disait dans l'enfance et qui se dit encore elle-même aujourd'hui, t'es tellement nulle, hein, presque on pourrait rajouter ma pauvre vieille, que c'est même pas la peine d'y aller. Les arguments ne tiennent pas la route, tes arguments ne tiennent pas la route. Et lorsqu'elle est sortie d'ici, après une séance de psychothérapie, eh bien, elle était moins tendue, moins boule de nerfs. Elle n'a pas décidé de revenir, hein, vous savez, on en avait déjà parlé la dernière fois. Il y a des gens comme ça qu'on ne voit qu'une fois. Moi, je vous ai déjà dit que je ne pense pas qu'il s'agisse d'un vrai travail psychothérapeutique. Mais pourquoi pas? Une fois est déjà mieux que rien, hein. Et parfois, venir consulter une fois, alors je ne sais pas évidemment, peut-être qu'elle a consulté d'autres psychothérapeutes entre-temps, et c'est ce que je lui souhaite si elle en avait besoin, bien entendu. Je ne prétends pas détenir le monopole, la vérité universelle, etc. Absolument pas. J'essaie de cultiver l'humilité et je crois que par rapport à ça aussi, je m'en sors plutôt pas mal. Par rapport à d'autres exemples. Et pour terminer, vraiment revenir une nouvelle fois sur ces causes. Pourquoi cette légitimité est-elle si importante à un moment donné? Pourquoi est-ce que, au nom de la légitimité, je m'interdis de réaliser ce que j'ai tant envie de réaliser, ça depuis des années? C'est ça qui est intéressant. Alors souvent, on arrive dans une famille aussi où on se tait, où on ne parle pas, où il y a même des secrets de famille. Alors, quand on est enfant, on se tait aussi. On peut aussi arriver dans une famille où c'est compliqué, où il y a de la violence, où les parents sont tellement pris et occupés ailleurs, c'est-à-dire ont déjà tellement de problèmes eux-mêmes que du coup l'enfant se fait tout petit, hein. On peut aussi subir des maltraitances et des traumas. Et puis aussi, on peut faire comme les autres, comme tout le monde se tait tout en sachant. On voit bien que parfois, papa, maman, c'est les tantes, les tantes, les oncles, les grands-parents savent et se taisent aussi à propos de certains sujets. Alors pourquoi moi, je serais enclin à parler? Voilà pourquoi après, je n'ose pas dire ce que je pense. D'ailleurs, le sais-je moi-même, vraiment, si je ne m'interroge pas, si je ne me pose pas 1000 fois la question, parce que c'est comme ça que moi j'ai fait, hein.
C'est pour ça que je n'ose pas défendre non plus mes idées. Par peur de ne plus être aimée, par peur d'être rejetée, par peur de ne pas être comme les autres. Et encore pour finir, parce que décidément j'essaie mais je n'y arrive pas aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un que j'admire. Dans sa façon qu'elle a de se trouver légitime en tout. En tout cas dans la vie d'une façon générale. C'est une personne qui a frôlé à un moment donné dans ma vie une place plutôt proche. Une jeune personne. Cette personne ne se posait jamais la question de sa légitimité, que ce soit au niveau de son travail, que ce soit au niveau de sa vie personnelle, que ce soit au niveau de sa façon d'être. Jamais. Et je l'admirais beaucoup parce que j'étais, mais je suis encore quand même, hein, parce que c'est un fonctionnement personnel, à l'opposé de ça. Et moi, des gens comme ça, je les admire beaucoup. Pour moi, leur vie est plus facile. Et pourtant, dans son enfance, ça n'a pas été simple. Quelques soucis conflictuels, de gros soucis conflictuels avec son papa, une maman un petit peu abandonnique, et malgré ça, une légitimité à l'intérieur indéfectible. Et moi, je dis bravo à cette personne. C'est vraiment un modèle. À bientôt.